Et si cette fois, la guerre frappait vraiment à la porte de l'Europe? À l'ouest de l'Ukraine, la peur s'installe. Odessa gronde après une vague de frappes massives. Imaginez, 10 jours entiers sans électricité, sans chauffage, sans eau, alors que l'hiver mord et que la température chute sous zéro. Les habitants, épuisés, réclament des réponses. Mais personne n'a de solution. Ce n'est là qu'un avant-goût. En un seul mois, la puissance des attaques russes a explosé, multipliée par 15. Les infrastructures vitales et les routes d'approvisionnement sont foudroyées sans répit, paralysant chaque jour un peu plus la résistance ukrainienne. Pire encore, presque toutes les armes occidentales sont détruites avant même d'atteindre le front. L'aide européenne et américaine s'évanouit, impuissante. À Bruxelles et à Washington, l'inquiétude grimpe. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la possibilité d'un conflit armé en Europe n'est plus tabou. La sécurité du continent paraît soudain illusoire. Des milliards d'euros, des tonnes de matériel, toute la stratégie occidentale semble se dissoudre dans le chaos. Comment la Russie, avec des ressources bien moindres que l'OTAN, a-t-elle pu renverser la donne? La réponse tient en un mot, Surovikin. Une nouvelle doctrine s'impose, bien plus redoutable que prévu. Cette guerre ne se livre plus seulement à coups de canon, c'est un affrontement contre la volonté même de l'adversaire. Ce n'est plus la force brute qui décide, mais la capacité à éroder le moral, la cohésion et la logique de l'ennemi. Bienvenue dans la guerre cognitive, et la Russie, sous la stratégie du général Surovikin, vient de lui donner une dimension inédite. La guerre cognitive consiste à saper méthodiquement la faculté de l'ennemi à penser, à décider, à agir. Le but? Désorganiser non seulement les armées, mais aussi les sociétés entières, par un impact psychologique constant. Il y a plus de 2000 ans, Sun Tzu affirmait déjà que « vaincre sans combattre » est l'apogée de l'art militaire. L'histoire montre que la volonté d'un peuple pèse souvent plus lourd que sa puissance de feu. Aujourd'hui, la Russie applique ces préceptes avec une précision technologique redoutable. Les frappes sur les infrastructures vitales, énergie, ponts, ports, voies ferrées, ne visent pas seulement à plonger les villes dans le noir. Elles cherchent à semer la panique parmi des millions de civils, à déclencher des protestations et à faire vaciller la confiance envers les autorités, incapables d'assurer même la survie basique. Quand une métropole se retrouve sans électricité, eau ni chauffage pendant plusieurs jours d'hiver, la tension devient explosive. Les réseaux sociaux s'embrasent, la colère monte, la légitimité du pouvoir vacille. Un peuple qui craint pour sa survie devient vulnérable à la manipulation, à la désinformation, voire à la tentation du changement de régime. Pour les forces armées, le choc est tout aussi brutal. Les frappes coupent les approvisionnements, détruisent les ponts, isolent les poches de résistance. Les ports neutralisés bloquent l'arrivée d'armes et de carburant, tandis que la logistique terrestre s'effondre. Privées de renforts et de munitions, les unités en première ligne s'épuisent. Le danger n'est plus seulement la perte de matériel ou de territoire, c'est l'effondrement psychologique et structurel qui guette, avec le spectre d'une déstabilisation politique interne, un scénario cauchemar pour les dirigeants européens. Mais cette nouvelle guerre ne se limite pas à l'Ukraine. Les failles ainsi révélées menacent directement la sécurité de l'Europe et la crédibilité de son soutien militaire. Le vieux réflexe occidental, fournir toujours davantage, s'effondre face à la tempête de drones et de missiles. En une seule nuit, la Russie peut lancer jusqu'à 1000 engins. Géran, Calibre, Kinjal, Iskander. Ce rythme dépasse tout ce que l'Ukraine et ses alliés avaient prévu. Les défenses aériennes occidentales, Patriot, NASAMS, n'ont jamais été conçues pour résister à une telle saturation. La conséquence était brutale. L'armée ukrainienne vide ses réserves de missiles anti-aériens à une vitesse affolante, bien plus vite que l'Occident ne peut fournir. Chaque nuit d'assaut épuise davantage les stocks, tandis que la production occidentale, même accélérée, ne suit pas. Là où l'on croyait qu'il suffisait d'envoyer plus d'armes, la stratégie russe transforme cette logique en piège. Ce n'est plus une série de frappes isolées, mais un feu roulant, continu, qui ne laisse aucun répit. Les systèmes occidentaux, sophistiqués et coûteux, sont détruits à peine déployés, parfois avant même d'atteindre le front. La logistique occidentale, pensée pour un flux prévisible, se retrouve saturée, incapable de renouveler matériel et munitions. Entrepôts, convois, points logistiques sont systématiquement repérés et frappés en temps réel grâce à un renseignement russe redoutable. Satellites, drones omniprésents, réseaux d'informateurs au sol. Cette coordination offre à la Russie une capacité de frappe quasi instantanée sur chaque cargaison identifiée. Le coût de cette guerre est colossal. Des milliards d'euros de matériel anéanti,
des chaînes d'approvisionnement paralysées et, sur le terrain, une armée ukrainienne de plus en plus isolée, privée de soutien vital. La croyance en la toute-puissance occidentale chancelle soudain. Mais cette nouvelle dynamique révèle un danger plus grand encore. L'Europe comprend qu'elle aussi est désormais vulnérable. Face à cette menace, les stratèges européens réalisent que les failles exposées en Ukraine pourraient bien se reproduire à leur porte. La guerre cognitive russe, orchestrée par Surovikin, vise désormais le cœur même de la sécurité européenne. L'Europe n'est plus inatteignable. Désormais, la question n'est plus de savoir si, mais quand Varsovie ou Berlin pourraient devenir des cibles. Ce qui semblait jadis impensable inquiète désormais stratèges et citoyens sur tout le continent. Aujourd'hui, les missiles russes les plus avancés, tels que le Kinjal hypersonique, sont capables de frapper n'importe quelle métropole européenne en quelques minutes à peine. Aucun État, qu'il soit membre de l'Alliance atlantique ou non, ne peut se croire totalement à l'abri. Même les défenses aériennes les plus perfectionnées et une forêt de radars ne garantissent aucune protection absolue face à une attaque coordonnée. Là où la guerre en Ukraine paraissait lointaine, l'Europe découvre que ses propres hubs logistiques, dépôts de carburant et centres de commandement, figurent déjà dans les simulations de frappe des états-majors. Les cartes militaires modélisent des scénarios où des points vitaux sur le sol européen seraient touchés sans préavis, neutralisant en quelques instants toute capacité de riposte. Il suffirait d'un incident, d'un missile perdu ou d'un acte perçu comme une agression directe pour déclencher l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Cette clause pilier de la défense collective de l'OTAN menace de transformer un simple incident en embrasement général et irréversible. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe doit envisager des pertes humaines et matérielles directes sur son territoire. Une région persuadée depuis des décennies d'être à l'abri de la guerre se retrouve brutalement exposée à la possibilité d'un choc frontal. Côté russe, le discours officiel insiste de plus en plus sur la défense préventive. Selon le Kremlin, les centres occidentaux sur le sol européen pourraient devenir des cibles légitimes au nom de l'autodéfense. Cette évolution du discours prépare mentalement à l'idée que la guerre ne connaîtra plus de frontières. Derrière cette montée de péril, c'est la stabilité de tout un continent qui vacille. L'enjeu dépasse la provocation. Il s'agit d'un risque d'escalade vers une guerre totale, susceptible d'anéantir des décennies de stabilité et de bouleverser l'ordre mondial. Les stratégies occidentales, jusque-là fondées sur la dissuasion et la projection de puissance, vacillent face à cette nouvelle réalité. Comment adapter la riposte alors que l'escalade devient chaque jour plus probable? Moins peut devenir bien plus. La Russie transforme ses faiblesses en armes stratégiques. Prenons les faits. Le budget militaire russe se situe autour de 82 milliards de dollars par an. L'OTAN, elle, aligne plus d'1 trillion de dollars, soit une douzaine de fois davantage. Pourtant, l'avantage du nombre ne garantit jamais la victoire. La Russie concentre tout sur un unique théâtre d'opération. Contrairement aux Occidentaux, elle n'éparpille pas ses moyens entre bases lointaines et conflits multiples. Cette focalisation décuple l'efficacité de chaque rouble dépensé. Son autre force, produire ses armes chez elle. Missiles, drones, munitions russes sont presque entièrement conçus et fabriqués localement. Ce choix limite sa vulnérabilité aux sanctions et lui donne la main sur toute la chaîne, du composant à l'assemblage. Sur le terrain, l'innovation et l'adaptation sont reines. Les Russes réajustent chaque frappe selon la riposte adverse. Ils observent, apprennent, puis modifient trajectoires et techniques pour tromper les radars ennemis. Plusieurs rapports occidentaux alertent. Le camouflage ukrainien cède sous la vitesse d'adaptation russe. Pour l'Occident, l'avertissement est brutal. Injecter des milliards ou multiplier les livraisons d'armes ne suffit plus. La logistique européenne, lente et vulnérable, doit être réinventée. L'innovation ne peut plus attendre les cycles d'autrefois. Sans autonomie industrielle, l'Europe reste à la merci de chaînes fragiles. La vieille doctrine du « toujours plus » s'effrite. La Russie prouve qu'une armée plus réduite, mais agile et inventive, peut déstabiliser l'équilibre stratégique. Le risque grandit, dilapider ses ressources, perdre l'avance technologique, voire s'effondrer la crédibilité militaire. Se rassurer en comptant ses chars ou ses milliards ne suffit plus. La Russie exploite un autre levier, moins visible, mais tout aussi redoutable, la guerre cognitive. Cette nouvelle offensive cible directement la perception et la volonté occidentale. Sous la pression, la vraie question reste, l'Europe saura-t-elle éviter la défaite psychologique avant même la défaite militaire? Aujourd'hui, l'Europe se trouve face à un choc stratégique que peu voulaient envisager. Malgré un budget militaire 12 fois inférieur à celui de l'OTAN, la Russie bouleverse l'équilibre.
Sa guerre cognitive, inspirée du général Sourovikine, vise moins les chars que l'esprit, les convictions et la capacité d'adaptation de ses adversaires. Le cœur du combat n'est plus sur le terrain matériel, mais bien dans la résilience morale. L'Europe, obsédée par ses stocks et ses livraisons, doit d'abord protéger son esprit collectif. Car l'arme la plus dangereuse n'est pas forcément visible. La Russie cherche à semer le doute, à fissurer la solidarité, à rendre l'Europe hésitante, fatiguée, vulnérable à la peur ou à l'indécision. Les enjeux sont immenses. La sécurité de tout un continent, la crédibilité des alliances, des milliards d'euros, tout est mis à l'épreuve dans cette guerre d'un nouveau genre. Le risque est devenu existentiel. La force de la Russie, exploiter chaque faille psychologique, chaque retard industriel, chaque hésitation politique. L'enjeu, l'Europe saura-t-elle s'adapter à ce paradigme inédit ou sombrera-t-elle dans l'impuissance ? De cette crise émerge une leçon. La résilience, l'innovation stratégique et la mobilisation des esprits seront aussi vitales que les armes. Refuser la guerre cognitive, c'est refuser la paralysie et réinventer la sécurité. La victoire de demain dépendra de la capacité des sociétés européennes à rester unies, à réagir sans céder à la peur ou à la désinformation. Car la défaite psychologique précède toujours la défaite militaire. L'épreuve actuelle testera la faculté de l'Europe à transformer la crise en opportunité, à renouveler sa posture et forger une sécurité durable.